Bienvenue dans Les Pépites de Paris-Saclay, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie et de l'innovation d'un territoire d'exception. Ici, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et habitants construisent chaque jour le futur déjà bien vivant à Paris-Saclay. Des histoires, des projets et des découvertes qui changent le quotidien. Vous êtes au bon endroit pour explorer les pépites qui façonnent notre monde. Un podcast animé par Sylvain Allemand. Dans cet épisode, nous recevons Juliette Mattioli, qui, depuis 2019, préside le hub Data Science et IA du pôle systématique Paris Région. Cet épisode s'inscrit dans une série dédiée à l'intelligence artificielle, conçue à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris. Juliette Mattioli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de ce podcast. Je suis très heureux de vous associer à cette série, puisque vous êtes présenté et reconnu comme une référence en IA au sein du groupe industriel Thales, pour lequel vous travaillez, on y reviendra. Et puis, au-delà de ce groupe, vous prenez part au débat. D'ailleurs, en 2017, vous avez été l'un des 5 représentants de la France, excusez du peu, à la conférence de l'innovation du G7. Et depuis 2019, vous êtes présidente du hub Data Science et IA au sein du pôle systématique Paris Région, qui est le pôle de compétitivité dédié à la deep tech dans l'écosystème Paris-Saclay et même au niveau francilien. Alors peut-être avant de nous expliquer comment vous appréhendez l'IA dans un environnement industriel comme celui de Thales, peut-être un retour sur cette rapide biographie et notamment cette participation à la conférence innovation du G7. Qu'est-ce qui s'était joué à ce moment-là ? Ce qui s'était joué, c'était des définitions et un axe stratégique pour l'IA, le big data à l'époque, au service du citoyen. Et donc, on avait demandé à plusieurs représentants de plusieurs pays, donc les pays du G7, de réfléchir et de définir cette stratégie. Et la France était représentée par quelqu'un du monde académique, donc David Sadek, quelqu'un du monde des startups, Militeng, quelqu'un du monde industriel, moi-même, et quelqu'un de Numéum. Et donc, chacun apportait sa vision et contribuait à définir cette stratégie. Alors 2017, c'était il n'y a pas si longtemps, et en même temps ça paraît loin par rapport à l'actualité de l'IA au regard de l'IA générative. En fait, voilà, c'est une histoire ancienne et les débats, les questions qu'on se posait à l'occasion de ce G7 se posent encore aujourd'hui. Oui, alors 2017, c'est peut-être loin par rapport à l'actualité, mais c'était aussi le début donc du big data et du deep learning, donc l'apprentissage profond. Donc l'usage de l'IA dirigée par les données, donc en utilisant les données. Et donc il y avait aussi d'autres approches, et l'IA n'est pas une science et n'est pas une discipline si jeune, puisque elle a été quand même lancée au siècle dernier, en 1956. Voilà, tout à fait. Ce que d'autres intervenants ont eu l'occasion de nous rappeler très utilement. Venons-en à ce groupe industriel pour lequel vous travaillez, Thales. Qu'est-ce que ça signifie travailler sur l'IA, explorer ses potentialités dans cet environnement-là ? Alors tout d'abord, l'IA n'est pas une histoire nouvelle dans Thales, puisque j'ai commencé dans le groupe en 1990 et j'ai été embauchée pour travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle à cette époque, puisque j'ai fait ma thèse à Thales dans ce domaine. La grosse différence entre un groupe comme Thales et d'autres industriels qui sont plutôt les géants du numérique, c'est la motivation. Nous cherchons à développer des systèmes critiques au sens safety critical, donc sûreté, ou business critical, ou même mission critical. Ce qui veut dire que la défaillance du système a un impact sur les personnes, les biens, ou même sur l'économie ou sur le business. Et donc, il est important de développer une IA, je dirais, industrielle, responsable, de confiance. Et les exigences changent parce que on ne s'intéresse pas que seulement à l'ingénierie de la donnée ou l'ingénierie de la connaissance, on ne s'intéresse pas que et seulement que à l'algorithmique,
mais on s'intéresse aussi à l'insertion de ces composants-là dans un système. Et donc, il faut avoir une vision globale et systémique. Alors, on imagine que vous êtes très directement impliqué dans ce programme Confiance IA dont nous a parlé Bertrand Braunschweig. Oui, alors j'ai vu la genèse de ce programme, puisque dès la première initiative de l'État français, donc c'était plutôt à la fin du gouvernement Hollande sur la stratégie de l'IA, on était arrivé au constat qu'il y avait beaucoup de preuves de concept qui n'arrivaient pas dans une solution industrielle. Et donc, fort de ce constat, on s'est posé la question à plusieurs de savoir pourquoi. Et ce qui manquait, c'était justement toute la partie ingénierie et industrialisation. Et donc, de là, plusieurs industriels, pas que Thales, mais Airbus, Safran, Sopra Steria, Naval Group et d'autres, comme Air Liquide, se sont posés cette question. Et ont décidé de construire ensemble, avec le soutien de l'État, ce programme Confiance pour définir des méthodes et des outils qui permettraient à un ingénieur de concevoir et déployer des solutions à base d'IA et des solutions surtout dans des systèmes critiques. Alors les systèmes critiques pouvant être l'automobile, c'est pour ça qu'on avait aussi Renault et Valeo que je n'ai pas cité, mais pouvant être aussi l'aéronautique, pouvant être la défense, pouvant être la santé, pouvant être l'énergie et d'autres domaines d'application. Alors, programme qui s'est achevé, mais qui est en passe d'être relancé, m'avez-vous dit en aparté. Alors, le programme IA, le programme Confiance IA a duré 4 ans, donc il a vraiment démarré en 2020 et s'est terminé en septembre 2024. Mais on est au début de l'histoire, au sens où on a commencé à fournir des méthodes et des outils uniquement dans le domaine de l'IA dirigée par les données et plus spécifiquement dans les approches à base d'apprentissage. Sauf que l'IA, ce n'est pas que des approches à base d'apprentissage, il y a d'autres types d'IA. Il y a de l'IA dite symbolique, il y a de l'IA hybride qui combine plusieurs techniques, et maintenant il y a l'IA générative. Et donc une des suites qui est en cours de finalisation pour lancer le programme, et de continuer cet élan pour apporter des méthodes et des outils couvrant d'autres typologies d'IA. En particulier l'IA hybride, parce que ça permet d'être plus frugal en données et plus frugal en énergie, mais aussi pour adresser l'IA générative, qui aujourd'hui, je tiens à le préciser, n'est pas une IA industrielle. En tout cas, ça n'est pas une IA de confiance, parce que l'IA générative n'est pas valide. Elle peut dire des bêtises. On parle d'hallucination, mais elle peut répondre des choses fausses. Elle n'est pas forcément transparente et explicable. Il y a beaucoup de questions autour de l'entraînement de ces IA et des données qui ont permis d'entraîner. Elle n'est pas robuste, et en particulier, il n'y a rien de plus facilement attaquable qu'une IA par une autre IA, et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à attaquer les IA génératives pour montrer leur vulnérabilité vis-à-vis de la cybersécurité. Et elle n'est pas forcément responsable, et là, le plus gros défaut, c'est l'empreinte énergétique. Il faut énormément de puissance pour pouvoir entraîner ces modèles. Très intéressant parce qu'on se souvient tous du retentissement médiatique qu'a eu le surgissement des modèles de langage de ChatGPT, qui a introduit dans les débats publics cette intelligence artificielle générative. Mais on vous écoute et on vous entend développer un regard très posé, c'est-à-dire que vous ne semblez pas avoir vécu ce surgissement comme justement un bouleversement dans votre approche de l'IA. Alors, ça n'est pas un bouleversement au sens technologique du terme, au sens où les fondements scientifiques qu'il y a derrière l'IA générative existaient depuis plusieurs années. Donc, les scientifiques qui suivaient l'actualité voyaient ça venir. Le bouleversement, c'est plutôt une innovation d'usage, au sens où
cette IA générative a été mise à la disposition du grand public, ce qui n'est pas le cas pour d'autres types d'IA. Et c'est ça qui a bouleversé les choses. Et donc, c'est quelque chose qui est devenu accessible à tous, pour lequel même un adolescent peut jouer, avec tous les warnings qu'il faut mettre autour, à savoir la prudence, savoir développer un esprit critique par rapport à la solution sortie, ce genre de choses. Et il y a un deuxième effet, je dirais, un peu plus pervers, c'est que c'est très facile de jouer avec, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de confiance en sortant de ça. Et du coup, il y a certains décideurs, managers qui ont l'impression que tout est là, alors que l'histoire commence. Intéressant. Alors, avant d'en venir au sommet, pour l'action sur l'IA qui doit se tenir les 10 et 11 février prochains, et en étant précédé d'un colloque organisé ici même sur le plateau de Saclay à l'école Polytechnique les 6 et 7 février, un mot justement sur cet écosystème qui est apparu au fil de vos réponses, parce que vous avez fait état de vos multiples interactions avec des multiples acteurs de l'écosystème. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette inscription de vous-même et de Thales dans cet écosystème qui vous a permis de développer une sorte d'intelligence collective qui vous arme pour bien cerner les enjeux de l'intelligence artificielle, générative ou pas, et ne pas vous laisser submerger par ce qui apparaît de prime abord comme une révolution qui emporterait tout sur son passage? Alors les enjeux de l'IA, il faut pas prendre l'IA comme étant la solution à tout. Il faut savoir analyser l'usage que l'on veut faire, à quoi ça pourrait servir, et ensuite choisir la bonne IA, c'est-à-dire le bon outil. Un peu comme un plombier n'a pas qu'un seul outil pour faire sa réparation. Et c'est pareil en IA. Il n'y a pas que l'IA générative. Il y a d'autres types d'IA qui sont très pertinentes pour résoudre plusieurs d'autres problèmes. Ensuite, il faut savoir aussi que l'écosystème, du plateau de Saclay est quand même très riche. On a autour du plateau des entités qui travaillent beaucoup en intelligence artificielle. Il y a forcément l'école Polytechnique, puisqu'elle reçoit aussi ce sommet. Thales a lancé au mois de mars Cortex Labs, qui est un des plus grands laboratoires industriels, en tout cas dans le monde des systèmes critiques, puisque rien que sur le plateau de Saclay, nous avons 150 experts. Et dans l'ensemble de Thales, on a 600 experts en intelligence artificielle avec environ une centaine de tests par an. Donc c'est une certaine force de frappe. Mais nos collègues de EDF ont aussi une grosse force de frappe dans le domaine de l'intelligence artificielle, Total, le CEA, l'IRT Systemix. Donc il y a tout un écosystème sur Saclay déjà très intéressant. Après, il y a un écosystème en France qui est très intéressant. Parce que on a aussi des pôles, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, du côté de Sophia Antipolis, du côté de Grenoble, du côté de Lille. Donc la France a énormément de choses et a une belle carte à jouer, je pense. Oui. Et c'est très précieux de rappeler que l'écosystème Paris-Saclay est aussi en interaction avec bien d'autres écosystèmes, et c'est en cela qu'il est dynamique. Ouais. Qu'attendez-vous du sommet pour l'action sur l'IA ? Alors, ce que j'attends du sommet sur l'action sur l'IA, c'est d'aller au-delà de ce qui est médiatique et du buzz et de ce qui est à la mode. Sachant que il y a des belles choses qui sont faites, y compris pour les systèmes critiques, et on est un peu trop dans la fashion victime actuellement. Je suis un petit peu déçue de voir que finalement on a oublié tous ces experts un peu français et qu'on a invité énormément de grandes stars en oubliant de regarder chez soi. Et ce que j'attends aussi, c'est 2 éclairages. C'est un éclairage sur d'autres typologies d'IA
et un éclairage sur ce que font les grands groupes industriels, parce qu'on met beaucoup le focus sur les PME, les startups, la French Tech, mais là aussi, il y a énormément d'industriels qui ont des choses très intéressantes à montrer. En 2019, les mêmes industriels avaient signé le manifeste IA pour montrer qu'ils faisaient corps, et le programme Confiance IA vient de cette signature. En vous écoutant, je mesure à quel point ces industriels sont, par rapport à l'IA, dans une sorte de compétition, c'est-à-dire ce sont des concurrents, mais en même temps qui savent travailler ensemble, réfléchir ensemble autour de ces enjeux-là. Oui, et même ils ont, certains ont fait des labos communs. Je ne citerai que le laboratoire commun Total, EDF, Thales autour de l'intelligence artificielle. Donc on sait travailler ensemble, on sait développer des méthodes et des outils en commun. Après, à nous d'utiliser ces méthodes et ces outils pour faire nos propres solutions. Je ne peux pas conclure cet entretien sans partager avec vous le constat que je fais à mesure que j'avance dans cette série de podcasts, à savoir une surreprésentation d'intelligence masculine. Il y a heureusement des témoignages de femmes, à commencer par le vôtre, celui de Laurence de Villers et quelques autres qui vont suivre. Est-ce que cette surreprésentation reflète la réalité du monde de l'IA ? Malheureusement oui. Malheureusement oui, mais elle reflète aussi une réalité qui est beaucoup plus profonde, qui est le manque d'intérêt de la gente féminine, et en tout cas des nouvelles générations, à tout ce qui est sciences, technologies, mathématiques. Et vraiment là, il y a une vraie question de fond. Et moi qui ai un certain âge, je peux vous dire que je trouve qu'il y a même moins de filles que lorsque moi je faisais des études. Et c'est vraiment dommage, parce que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de disciplines qui agrègent plein de points de vue différents, et la diversité va faire en sorte qu'on va pouvoir faire de l'innovation. Gageons, espérons que le message soit entendu, parvienne aux oreilles de jeunes étudiantes. En attendant, merci beaucoup, Juliette Mattioli. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Les Pépites de Paris-Saclay, un podcast produit par l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'innovation, de la recherche et des talents qui transforment le quotidien. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle pépite de Paris-Saclay.